je vous explique tout ça pour vous montrer que moi, je suis issue du système français. J'ai réussi dans le système français. Mais il existe aussi d'autres systèmes, surtout par les vents qui courent. Avant, vous étiez fils de médecin, fils d'avocat, fils de taxi, fils de cheminot. Vous deveniez pratiquement avocat, médecin, cheminot, taxi. Aujourd'hui, ça marche plus, là. Bonjour nos abonnés du Pige, donc aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Marie-Luce Lafarge. Elle va se présenter, nous dire qui elle est, jusqu'avant de rentrer, on va dire, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors Marie-Luce, bonjour. Bonjour. Alors Marie-Luce Lafarge, je suis consultante en ingénierie de projet. En gros, pour résumer mon métier, c'est que je pars de l'idée pour arriver jusqu'à la description et en faire un projet, et à partir du projet, aller jusqu'à la réalisation. Donc ça, je fais ça depuis maintenant plus de 20 ans, et je me suis spécialisée dans l'ingénierie sociale. Aujourd'hui, effectivement, tu travailles entre le Canada, la Guadeloupe et d'autres pays du monde. Haïti. Et Haïti. Donc, comment ça fonctionne l'entité en fait que tu représentes aujourd'hui, je crois que c'est Meta Caraïbes. Alors, j'ai plusieurs entités. D'accord. J'ai Meta Caraïbes, j'ai également le côté associatif qui s'appelle PAS 21. Et PAS 21, c'est Plateforme d'action sociale et solidaire pour le 21e siècle. Donc, il y a PAS 21 France, dont le siège est à Marie-Galante, ça c'est mon petit clin d'œil personnel. Et puis PAS 21 Canada, donc, qui est aussi une structure à but non lucratif. Et puis, donc, nous avons créé cette plateforme pour pouvoir justement aller faire de l'ingénierie sociale, mais innovante. En ce sens que on s'adresse à des publics qui généralement ne sont pas sollicités, mais j'en dirai peut-être plus tout à l'heure. Et puis, on essaie d'ouvrir justement les possibilités que l'on a de s'insérer à partir de la formation à l'international et en particulier au Canada. Alors au début, j'ai parlé de la société Meta Caraïbes, vous êtes la fondatrice. Quelle est la liaison entre Meta Caraïbes et PAS 21? Alors Meta Caraïbes, c'est mon cabinet d'ingénierie en fait, qui est concepteur du programme de A jusqu'à Z, qui a travaillé pendant plus de 5 ans dessus. Et en fait, la mise en œuvre pour tout le volet social se fait via l'association. C'est la raison pour laquelle il y a un lien direct entre Meta Caraïbes et PAS 21. Quelle est la mission exacte de cette structure? Alors la mission, c'est d'accompagner les personnes. Au départ, c'était 18-35 ans parce que dans le système français, c'est sur cette tranche d'âge que l'on trouve des possibilités de financement. Maintenant, on s'est rendu compte que, par exemple, on a reçu des personnes dès cette année au Québec. Ça commence à 17 ans et finalement, ça n'a pas de limite d'âge. Après, il s'agira de mettre en place une ingénierie financière pour savoir comment financer le programme. Je vais peut-être faire un petit retour en arrière finalement et vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là. J'en suis arrivée là parce que il y a maintenant plus de 15 ans, il y avait une délégation du Québec qui était venue à la Cité des Métiers. J'étais à l'époque avec ma fille aînée, qui a aujourd'hui 41 ans. Et en fait, ils expliquaient que le Québec offrait des opportunités, beaucoup de choses. J'avais aussi un jeune assistant. Et ils ont, comme diraient les Québécois, embarqué dans le projet, ce qui fait qu'en 2008, financé par la région avec des bourses, je crois que c'était de l'ordre de 700 €, oui c'est ça, ils sont partis au Québec, eux, faire de l'expérience professionnelle. Et j'ai vu ce que le Québec en particulier, mais le Canada en général, a apporté dans la vie de ces jeunes-là, les opportunités qui se sont ouvertes. Moi, ma fille, à l'époque, avait un BTS, elle voulait pas faire l'université, par exemple. Et aujourd'hui, elle est conseillère en relations internationales, spécialisée en francophonie canadienne, travaille pour le gouvernement du Québec. Et cette opportunité-là, je vois pas comment elle aurait pu avoir ça ici avec son niveau de diplôme. C'est-à-dire que c'est un pays où, bien entendu, les diplômes sont reconnus. Il n'y a pas question de ne pas aller vers cette voie. Mais simplement, vous allez aussi rentrer dans un système de la méritocratie. C'est-à-dire que si on voit que vous êtes sérieux, que vous êtes bûcheur, que vous travaillez, que vous êtes rigoureux, à un moment donné, le système va aller vous chercher parce qu'ils vont rechercher les meilleurs. Et vous allez être reconnu. Ce qui fait que, à ce niveau-là, votre couleur de peau ne va pas vraiment jouer.
Je ne dis pas que ça ne joue pas, je dis que ça ne va pas vraiment jouer. Après, il faut pas non plus croire que il n'y a pas des moments difficiles, on pourra toujours l'évoquer tout à l'heure, mais vraiment, la méritocratie fait partie du système, bien plus que dans notre système, on est plus dans la diplomide, hein, j'appelle ça la petite maladie, la réunionite diplomide, ça on pourrait en parler plus longuement. Et aujourd'hui, eh ben, c'est une personne qui s'est épanouie. Je vais aussi vous parler de mon fils qui, lui, est parti aussi dans le programme de la région. Donc, sans la région Guadeloupe, franchement, mes enfants ne seraient pas où ils sont aujourd'hui. Je sais qu'ils accompagnent encore, donc ce serait intéressant peut-être de voir dans quelle mesure ils vont prendre en compte ce qui est en cours. Et mon fils, lui, alors c'est particulier parce que il est parti pour 3 ans, mais il faut savoir que le système des cégeps, je sais pas combien de temps on aura parce qu'on rentre un peu dans les choses complexes. Dans le système des cégeps, ce qu'on vous fait faire en 3 ans, en réalité, est tellement lourd que parfois il faut une 4e année. Donc, il était intervenu pour dire, écoutez, je suis sérieux, j'ai des résultats, mais je n'ai pas réussi à mettre tous mes cours en 3 ans. Est-ce qu'on accepterait une 4e année? Et on lui a accordé ça à l'époque. Lui, il est parti en 2011. Hein. Ma fille, c'était 2008, lui en 2011. Et puis, figurez-vous, et là, je vais peut-être démystifier un peu le côté Eldorado, il y a eu un problème de racisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un de ses professeurs, pour des raisons diverses, a eu des propos inadaptés. On va rester cool, parce que c'est minoritaire. Hein. Et donc, lui a mis une note en dessous de la moyenne. Alors, faut savoir que nous, dans le système français, on doit avoir 10 pour avoir un examen. Là-bas, c'est pas 10, c'est 12 dans chaque matière. C'est-à-dire que, système français, tu as peut-être 5 en mathématiques, 18 en sport, on te donne une moyenne de 10. Là-bas, ça marche pas comme ça. Il te faut réussir chaque module à 12. Donc, le professeur, très gentil, a dû lui mettre un 8 quelque chose pour qu'il n'ait pas la note finale. Donc, il est rentré un peu révolté en Guadeloupe. Il m'a dit, oui, mais moi, j'en ai marre, je vais faire des t-shirts, je vais faire des messages. Enfin bon, un jeune, quoi. Puis je l'ai écouté, je dis, moi, je t'ai pas envoyé à l'école pour que... Alors, j'ai rien contre les gens qui font des t-shirts à messages, au contraire, j'en achète. Je lui dis, mais écoute, tu es jeune, tu vas retourner là-bas. Je suis allée voir la région, de nouveau, je l'ai écouté. Il l'a pas eu, c'est pas de sa faute, il y a eu un problème. J'ai exposé, j'ai emmené les papiers, etc. On lui a refinancé un second cursus. Et il a fait design de mode à Montréal cette fois parce que le premier cursus c'était l'école de sculpture d'art de Québec via le cégep de Limoilou et là il est parti au cégep de Marie-Victorin. Il est revenu de ça major promo et dans le système québécois, ayant réussi ses études en design de mode, eh bien il a eu ce qu'on appelle un double deck. Ce qui est intéressant avec ce système-là aussi, je dois le préciser, c'est que ce sont des études qui sont très pragmatiques, très pratico-pratiques. C'est-à-dire que sur ces 2 cursus aujourd'hui, on a calculé, il cumule à peu près 20 métiers différents. Il est infographiste, il est patroniste, il est couturier, il est soudeur, il est fondeur. Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement, bien entendu, il y a des parties théoriques, mais c'est tellement pratique que finalement, il se retrouve avec une panoplie de métiers. Autre exemple, si par exemple demain vous devez faire une formation paysagiste, ouvrier paysagiste, eh ben vous allez devenir paysagiste, mais vous avez des cours d'électricité, de plomberie, de charpenterie, de maçonnerie, ce qui fait que vous allez sortir de là avec 6 ou 7 métiers. Vous faites dessin en construction, vous allez avoir aussi les compétences pour devenir géomètre. Donc, je vous explique tout ça pour vous montrer que moi, je suis issue du système français. J'ai réussi dans le système français. Mais il existe aussi d'autres systèmes, surtout par les vents qui courent. Avant, vous étiez fils de médecin, fils d'avocat, fils de taxi, fils de cheminot. Vous deveniez pratiquement avocat, médecin, cheminot, taxi. Aujourd'hui, ça marche plus, là. Et donc, c'est la raison pour laquelle je trouve intéressant d'aller saisir des opportunités dans un autre système qui est multifonctionnel et qui va vous apporter tout un champ de compétences. Donc, pour revenir à ce que nous faisons à Place 21, toujours à partir de cette expérience de vécu, alors,
déjà dans mon métier, je fais de l'ingénierie de projet, donc automatiquement, je vais réfléchir. Mais j'ai mon expérience de parent. Moi, j'ai 4 enfants. Les 4 sont passés par la Case Canada. Il y en a une qui est passée en professionnalisation via la région. Il y en a une qui a fait l'université. Là, une petite bourse, allez, ça a duré 6 mois, mais après, ça s'est arrêté. J'en ai un qui est passé par la qualification et un qui est passé par le système de l'enseignement supérieur cégep. Ce qui fait que ça m'a offert quand même un panel, une ouverture et une compréhension de la façon dont les choses se passent là-bas. Ce que j'ai constaté, c'est que à plusieurs reprises, et je dois saluer une Guadeloupéenne qui se trouve actuellement à Montréal, j'espère qu'elle verra la vidéo, elle s'appelle Sabine Montpierre, qui a créé une association qui s'appelle l'Arbre du Voyageur et qui va chercher tous nos jeunes qui parfois rencontrent des difficultés. Je vous ai parlé de mon fils. Il avait une famille très présente. Moi, je vais au Canada 3-4 fois par an, regarder ce qui se passe. Donc, il a eu un soutien. Mais parfois, les jeunes n'ont pas ce soutien-là. Et ils se retrouvent dans des situations difficiles. Et avec Sabine et son association, qui, je crois, est née en 2016 ou quelque chose, non, 2019, elle offre vraiment ce soutien à nos jeunes qui sont un petit peu perdus ou qui peuvent arriver sur une déshérence. Tout ça pour vous dire oui, les opportunités sont là, mais les difficultés, il faut pas non plus les négliger. J'ai beau essayer d'alerter sur ça, ça passe difficilement. On donne toujours le côté positif. Maintenant, très sincèrement, il y a beaucoup plus de côtés positifs que de côtés négatifs. Ils sont si peu, mais je préfère quand même en parler parce que c'est du vécu. Et je reviens à notre mission, notre mandat. Donc nous, on a fait toute une sorte de constat. On s'est dit, mais pourquoi certains réussissent et certains échouent assez rapidement? Et on est allé chercher les causes de l'échec. Et on en a quelques-uns, je vais pas tous vous les citer, même si on a été le plus exhaustif possible, mais il y a des choses qu'on n'a pas citées, mais je vais, alors le plus connu, hein, le choc hivernal, plus 30, moins 30, waouh. Qu'est-ce qu'on va faire contre ça ou pour accompagner ça? Le choc culturel. Ah bon, là c'est pas, ok, on parle français au Québec, mais c'est l'Amérique du Nord. D'accord? Donc, on va avoir des choses qui vont vraiment être... dernièrement, je faisais, ça va vous faire rire, je faisais un virement, c'était, je crois, allez, je dis n'importe quoi, 178,99. Je dis à ma fille, je vais mettre 179. Elle me dit surtout pas. Tu mets 178,99, sinon on va te renvoyer le centime. Et moi, elle me dit, mais je dis vraiment là, tu réfléchis comme une Québécoise. Moi, je sais pas réfléchir comme ça. Je vais arrondir. Ou alors, on va vous dire, vous vous êtes fait quelques relations, vous les invitez à manger un petit repas créole à la maison, et puis à la fin, ils vont vous dire, waouh, c'est écœurant. Mais quand un Québécois vous dit c'est écœurant, ça veut dire c'était extrêmement bon. Comme on dit en créole, coupé douette. D'accord? Donc il y a des petites choses comme ça qui vont faire que on va pas forcément avoir, je dirais, les bonnes réponses, le bon comportement. Donc ce que nous faisons, c'est que nous cherchons à accompagner les personnes qui sont intéressées par notre démarche avant, pendant, après. C'est-à-dire qu'on va les prendre en charge pendant 3 ans et même un peu plus parce que le avant, je le compte même pas. Avant, ça veut dire je suis jeune, je suis au lycée, ou alors j'ai eu des difficultés, je suis en décrochage, ou je suis un adulte, je veux changer, je veux faire une réorientation professionnelle. Donc là, on va avoir déjà une réunion d'information sur ce qu'on fait, et puis après, on va avoir une demande d'entretien individuel. On va faire l'entretien individuel et on va chercher à orienter pour savoir si le choix de la personne est bon. Autre anecdote, je suis un peu mère castor. J'ai une jeune fille qui d'ailleurs est actuellement au Québec. Alors 2 choses. D'abord, elle n'avait pas 18 ans. 17 ans, c'est bon, j'ai baissé l'âge parce que la maman nous a fait confiance. Mais sauf que quand je la rencontre, elle me dit je voudrais faire médecine. Et là, je lui dis mais médecine, les étudiants internationaux ne peuvent pas accéder à médecine. Je fouille, je cherche. J'en ai un autre qui a d'ailleurs qui veut faire médecine aussi. Et finalement, un jour, elle me dit oui parce que pour faire dentaire, je dis comment ça dentaire, tu m'as dit médecine. Et elle me dit oui mais je dis non, tu oublies le système français. Dentaire, c'est dentaire. Dentaire, c'est pas je commence par médecine et je vais en dentaire.
d'accord? Et celui qui voulait faire médecine, on l'a orienté sur une formation qui est proche de médecine, où il va valider un certain nombre de modules, avoir déjà un métier et pouvoir accéder ensuite à ses études de médecine sans avoir perdu son temps. Ce qui fait que il va se retrouver, d'ailleurs les professeurs le lui ont confirmé il y a 2 semaines de cela, on lui a dit mais oui, mais le circuit où tu es, c'est parfait pour commencer médecine, donc tu vas être diplômé en sciences biomédicales, et à partir de là, tu vas pouvoir continuer ton cursus à l'université, mais en même temps avoir un métier. Soulager ta famille financièrement, parce que tu vas travailler et étudier, et tu auras déjà des crédits d'études qui vont t'être alloués. Ils appellent ça faire la cote R. La cote R, ce sont des crédits que l'on peut obtenir via certaines formations pour accéder à l'université. Il est vrai qu'avec le baccalauréat français, on peut accéder à certaines études à l'université, mais pas toutes, notamment celles qu'on appelle contingentées, qui sont des études où il y a un certain nombre de places qui sont limitées et on va privilégier, bien entendu, les Québécois. J'ai pas dit les Canadiens, les Québécois, là aussi il y aurait des choses à dire, mais c'est légitime puisqu'il y a des enjeux sur la francophonie et donc la langue française, ce qui fait que nos étudiants de Guadeloupe ont le bon profil. J'ai des jeunes qui sont arrivés cette année, qu'on a dû réorienter, simplement ils avaient le bac, parfois avec mention, mais quand c'est passé dans le filtre de regarder les notes, parce qu'on vous demande les bulletins sur les 3 dernières années, ou alors les notes du bac, ils n'ont pas passé le filtre. Donc il a fallu aussi qu'on mette en place tout un système de remise à niveau, de ci, de ça, de là, mais on maîtrise tout ça, on a des partenaires sérieux qui nous permettent, je dirais, d'avoir des reconnaissances au niveau même des académies, de l'académie là-bas. Donc, faire attention à, ok, j'ai mon bac. Avec ton bac, tu vas pas pouvoir rentrer n'importe où. Et si tu rentres, fais attention au système pédagogique là-bas qui est différent du nôtre. J'alerte aussi les jeunes qui vont partir avec leur bac dans un cégep. Parce qu'on a 2 filières, mais ça je pourrais le dire aussi. Quand vous rentrez en cégep, donc vous avez tout ce filtre de notes. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'épreuve uniforme de français. L'épreuve uniforme de français, on pourrait dire, ouais, je suis français, je parle français, ça marche pas là. Parce que déjà, on est sur du français québécois. Et la méthode de réussite est aux années-lumière de ce que nous, on apprend. Nous, c'est thèse, antithèse, synthèse. Là-bas, là, ce truc-là, il marche pas. Donc, ayant vécu ça avec mes propres enfants, je me suis dit que j'allais mettre ça dans un package pour permettre aux jeunes d'arriver, mais en étant avertis, et puis quand ils arrivent, en étant accompagnés. Et nous sommes plus au projet puisque depuis le mois de juillet, nous avons commencé les accueils, qu'aujourd'hui on a déjà une dizaine de jeunes, que d'ici, je pense, janvier, ils seront 40, que d'ici l'année prochaine, ils devraient être 70. Et on est vraiment, donc on s'est implanté à Trois-Rivières, au Québec. Alors j'aime bien parce que moi je suis née à Trois-Rivières en Guadeloupe. Et donc là-bas c'est pas Trois-Riviérien, c'est Trifluvien. On a des partenaires comme le service de développement économique et innovation de la municipalité. Le maire connaît notre programme. En janvier on a une conférence de presse avec le ministre du Travail du Québec. J'ai pour l'instant pas sollicité parce que on travaille aussi sur le retour au pays. Il s'agit pas d'envoyer nos jeunes comme ça pour qu'ils ne reviennent pas. D'ailleurs, je fais un petit signe à toutes les entreprises. J'ai déjà un petit peu envoyé le message pour dire si vous avez des besoins en personnel qualifié et que ce personnel-là, vous en aurez besoin dans 2 ans, 3 ans, c'est bien de pouvoir l'identifier dès à présent pour les former dès à présent pour que dans 2-3 ans, vous puissiez bénéficier de ces jeunes qualifiés. Donc notre mandat, c'est accompagner avant, leur permettre d'identifier les études qui vont aller avec leurs objectifs, leur trouver l'école. Aujourd'hui, nous avons des relations privilégiées avec 8 établissements, dont 6 sur Trois-Rivières, 5 sur Trois-Rivières, 2 sur Shawinigan, qui est une petite ville qui est à peu près 30-35 minutes de voiture, et aussi sur un établissement qui est à Québec, là c'est un petit peu plus loin, c'est 1h15. Donc, quand je dis relation privilégiée, c'est-à-dire, allô Madame Lafage, ma lettre d'admission a été annulée parce que j'ai trop tardé. Je dis, t'inquiète pas, je vais appeler qui de droit.
Ça ne veut pas dire qu'on fait des passe-droits. Attention, hein, tout est légal, tout est respecté. Mais on peut dire, écoutez, ce jeune-là, il manque le dernier papier, donnez-nous 72 heures, il est en train d'aller le chercher. D'accord, on va faire attention dès lors que nous, on va envoyer un message, de telle sorte, c'est normal, ils reçoivent des milliers de candidatures chaque année. Le fait que nous ayons développé ces partenariats va permettre, non pas de passer au-dessus, mais d'être identifiés par rapport à un programme précis qui garantit que ces jeunes-là sont suivis. Et donc, c'est vrai que côté québécois, ils saluent vraiment notre initiative. Donc ça, c'est avant. Après, on va vous accueillir. Mais entre-temps, j'ai entendu dire, oui, c'est facile d'avoir un logement au Canada. C'était facile. C'était facile. Pas plus tard que la semaine dernière et la semaine d'avant, il y a des moratoires actuellement pour que les travailleurs temporaires rentrent chez eux. Grosse crise du logement au Canada. Donc moi, c'est un programme que j'ai commencé à conceptualiser depuis 2019. C'était avant la pandémie. Et puis, il y a eu la pandémie. Donc, tout le monde sait que la pandémie, c'est 3 ans off. Et puis, le Canada a réouvert ses frontières en octobre 2022. En décembre 2022, j'ai pris l'avion, je suis retournée là-bas et je suis retournée voir les gens à qui j'avais déjà proposé le dispositif au Québec. Et ils m'ont dit, écoutez, c'est génial, c'est magnifique, sauf qu'il n'y a pas de logement. Et c'est parce qu'il n'y a pas de logement que j'ai dû entrer, en plus de la conceptualisation d'accompagnement, j'ai dû rentrer également dans une ingénierie pour pouvoir avoir des logements. Et au moment où je vous parle, on a eu de la chance, vraiment. Il y a eu alignement des planètes, comme on dit. Aujourd'hui, nous avons une 40aine de chambres flambant neuves qui ont été construites spécialement pour nous. Et on devrait passer à 60-70 d'ici l'été prochain. Donc, on a, en fait, nous, notre hébergement, on a mis en place une structure qui fait de la gestion immobilière. Il y a des gens qui peuvent arriver aussi en couple. On en a 2 comme ça, donc ils sont pas tout à fait dans les mêmes logements. Mais on va s'adapter et aller chercher le logement. Ce qu'on nous proposons aujourd'hui, ce sont des logements de 5 chambres. Donc, c'est de la colocation. Et ça permet, c'est ça, 5 chambres, 2 salles de bain avec toilette. Ça permet d'avoir des blocs filles, des blocs garçons. Et puis ça nous permet de les avoir tous dans la même rue. Ils sont tous ensemble. Donc soirée Bokit en perspective, on va aller faire du ski, on va faire soirée pizza, soirée débat, toutes sortes de choses, parce qu'on a la possibilité du regroupement de certains jeunes. Et puis très sincèrement, nous nous sommes rendus compte, mais c'était déjà dans ce que nous avions fixé comme objectif, que ça rassure les familles. Ça rassure les familles parce que envoyer son enfant comme ça à l'aventure, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas s'il sera accompagné, on ne sait pas quelles difficultés il pourra avoir, il ou elle pourra avoir. Et donc nous on est là. Bon, je sais pas, imaginez que votre enfant arrive et puis il attrape la grippe. Et puis vous êtes en Guadeloupe. Et l'enfant vous appelle, papa, maman, je suis seule, j'ai la fièvre, j'ai 39. On fait quoi? Alors que nous, dans notre accompagnement, il y a quelqu'un qui va venir voir s'il faut le laisser là, s'il faut l'isoler dans une maison qu'on a gardée en plus. Est-ce qu'il faut lui faire une soupe? On va s'occuper de tout ça. Et on le fait pendant 3 ans. On a également mis en place ce qu'on appelle une maison des familles. C'est-à-dire que, bien entendu, pas tout le monde en même temps, mais on a une maison des familles qui permet à des parents, frères, sœurs, papa, maman, cousins, cousines, tantes, etc., lorsqu'ils le souhaitent, de nous le signaler. Et on réserve la maison des familles moyennant une petite indemnité, je dirais, qui est 4 fois moins chère que si vous alliez à l'hôtel. On est association quand même. Et donc cette maison des familles qui est meublée, qui fait partie des logements que nous avons, permet aux familles de venir en vacances et de venir avec leurs enfants et d'avoir leurs enfants avec eux à un moment donné X, Y, Z pour pouvoir visiter leurs enfants, voir comment ça s'est passé. Alors, cette année, nous avons déjà eu 4 familles qui sont venues. Bon, elles sont pas à mes côtés, mais pour l'instant, tout le monde a été satisfait et reconnaît que ce que nous avons mis en place les rassure. J'ai une maman en particulier à laquelle je pense, elle nous a confié son fils et elle l'appelait 3 fois par jour, puis dernièrement, elle me dit, écoute, je l'appelle tous les 3 jours maintenant.
parce qu'elle sait qu'il se sent bien. Et puis nous, si on voit un visage un peu fatigué, on va dire, tiens, au fait, un tel, je trouve que tu es un peu fatigué, qu'est-ce qui se passe? Tiens, toi, tu as tel problème. Et il y en a qui ont eu quand même, malgré tout cet accompagnement, il y a eu... je roule un peu des mécaniques quand je suis à la maison, je deviens grand, etc. J'ai 18 ans. Quand on se retrouve à l'étranger, malgré tout ce qu'on met en place, il y a quand même une décompensation qui se fait. Et on est là pour accompagner ce genre de phénomène. Et on va pas laisser le jeune s'isoler. Et puis, on fait des séances de ce qu'on appelle des brise-glaces, c'est-à-dire permettre de faire connaissance, voilà, d'avoir des activités. Et on reste, alors on ne fait pas de la surveillance, on veille sur, ce qui est assez différent. Donc ils sont en toute autonomie, ils font leurs courses, ils cuisinent eux-mêmes et on les accompagne quand il y a une difficulté quelconque. Donc voilà, ce sont nos mandats avant, choisir la bonne filière, obtenir son logement avant l'arrivée, avoir sa lettre d'admission, avoir un accompagnement via notre expérience. Alors je précise, nous ne sommes pas agents d'immigration. C'est très, je dirais, encadré. Ce n'est pas notre métier, mais on sait qu'on peut partager une expérience, dire vous allez là, tu appuies, là, tu fais ça, tu fais ça. Et pour l'instant, tous ceux que nous avons accompagnés et qui ont écouté nos recommandations, parce qu'il y en a qui n'écoutent pas. Alors quand vous n'écoutez pas, vous pensez que tout est facile parce que vous êtes français. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais tous ceux qui ont écouté à la lettre ce que nous leur avions indiqué via notre expérience, ils ont tous obtenu les documents pour pouvoir arriver dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est important. Pendant, je vous dis, on les accompagne même à la rentrée des classes pour voir si tout va bien. On reste en contact avec l'équipe pédagogique. Souvent, dans les établissements, vous avez maintenant des services pour les étudiants internationaux. Malgré toute leur bonne volonté, ce ne sera jamais suffisant. Et donc, ils sont vraiment, vraiment heureux là-bas de savoir qu'en cas de difficulté, ils peuvent nous appeler et que nous sommes en appui. Et puis, dès lors que le jeune aura eu son diplôme, on va aussi l'accompagner, soit pour rester un peu plus longtemps. C'est la raison pour laquelle on a plusieurs systèmes. Rester un petit peu plus longtemps, faire une expérience professionnelle et repartir en Guadeloupe. Ou alors repartir tout de suite s'ils le souhaitent. D'ailleurs, pour ceux qui veulent repartir, on a un accompagnement complémentaire sur l'entrepreneuriat. Exemple, je viens étudier la coiffure. Ben moi, je vais te rajouter un module entrepreneuriat pour que tu montes ta boîte quand tu rentres en Guadeloupe ou que tu montes ton restaurant. Donc, donner aussi l'esprit d'entrepreneuriat. Nous savons très bien qu'en Guadeloupe, la plupart de nos entreprises, c'est une entreprise, un personnel, quoi. Le chef d'entreprise, c'est lui qui fait tout. Mais il faut aussi avoir, je dirais, l'encadrement, la logique entrepreneuriale. Et donc ça aussi, on leur permet de l'avoir. Lorsqu'ils obtiennent ce qu'on appelle le PRFP-DOM, lorsqu'ils obtiennent via la région, ils ont donc les billets d'avion via la DOM et ils ont 5 ans pour revenir au pays. Donc avec le billet payé 5 ans après. Pour les parents qui nous écoutent, en fonction du projet qui est défini par l'enfant, comment c'est financé ou si c'est l'école, les parents doivent payer directement? Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Alors, c'est question délicate. Merci de me l'avoir posée. Il faut savoir que on dit que l'école est gratuite pour les Français parce qu'il y a des accords France-Québec qui font que l'école n'est pas payante dans tous les établissements publics. D'accord ? Quand on a dit ça, ce n'est pas tout à fait vrai non plus, puisque là-bas, même pour les Québécois, il y a des frais de cession. D'accord ? Et puis, il y a des frais d'assurance. Il y a des choses comme ça. Il faut que vous sachiez qu'un Français va payer moins cher qu'un Canadien. Québec, c'est un peu l'État dans l'État, c'est un peu le Vatican. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en résistance, et c'est légitime. Hein. Ils sont en résistance par rapport à la langue française, face au côté anglophone. Donc, c'est gratuit, mais ce n'est pas tout à fait gratuit. Donc, ça, c'est à la charge, bien entendu, de l'étudiant. Alors, soit ils obtiennent la bourse via ce fameux dispositif PRFP-DOM, soit ils ne l'obtiennent pas. Et en tout état de cause, il y a pas mal de choses à financer, d'accord ? Il y a le programme, il y a la nourriture, il y a les vêtements, il y a tout ça. Donc,
Pour ceux qui sont rentrés dans notre programme à nous, ils ont fait des prêts étudiants qu'ils rembourseront après leurs études. Donc ça ne pèse pas sur les familles. À ma connaissance, certains ont même pu avoir une caution de l'institution publique. D'accord, donc ça n'engage pas les parents. Et aussi, il faut savoir que sur place, ils ont le droit de travailler 20 heures quand ils ont le permis d'études. Donc là aussi, ça permet, et nous on les aide à trouver justement un job, ça permet de financer ne serait-ce que la nourriture. Donc, je vous réponds, mais vous voyez, je vous réponds avec diplomatie parce que si vous êtes au RSA, vous allez avoir une ingénierie financière par rapport à votre statut. Si vous êtes jeune, vous allez avoir une autre ingénierie financière et ainsi de suite. Ce que nous avons créé en complémentarité, par contre, c'est des programmes courts. Parce que là, je vous ai parlé de programmes qui vont de 1 an et demi à 3 ans. Et puis, on s'est rendu compte que pour certains jeunes, ils ont l'engouement de partir, mais c'est assez long. Et puis, il y en a qui hésitent. Donc, on a mis en place, en tout cas, on est en train de mettre en place, ça va démarrer la semaine prochaine, on est en train de mettre en place un programme intermédiaire qu'on a appelé Rebondir, qui permet aux personnes de venir au Canada 3 mois, voire 5 mois, d'aller sur une formation. Donc, on a un accord avec un organisme qui s'appelle le DigiHub. Le DigiHub, c'est un Fab Lab. Et donc, pendant cette période-là, ils sont en train d'apprendre l'impression 3D, la découpe laser, enfin toutes sortes de choses utiles de nos jours, et en même temps, éventuellement, rajouter du rattrapage scolaire. Donc ça, pour ça, on a aussi un partenaire sur ce coup-là. Et ça permet, d'une part, d'être sûr que c'est bien là qu'on veut poursuivre son cursus, et puis ça permet de donner le temps, tout en étant déjà dans une activité, de découvrir le Québec. Donc voilà, et puis je pense que c'est très approprié, par exemple pour des décrocheurs scolaires. Ça permet de les remettre en selle. Et aujourd'hui, est-ce que votre association est soutenue localement? Parce que rappelez-nous, où elle est basée exactement? Marie-Galante. Elle est basée à Marie-Galante. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez votre association, elle a pignon sur rue, ou il y a un accompagnement qui est fait aujourd'hui? Alors, pignon sur rue, à Trois-Rivières, Québec, c'est sûr. On n'a pas demandé de sous au Québec alors qu'on pourrait, parce qu'on est resté dans une certaine logique, pour l'instant, j'entends bien, dans une logique, moi je suis guadeloupéenne, j'aimerais que cette idée innovante concerne la Guadeloupe dans un premier temps. Donc Québec, oui, on n'a pas de problème de reconnaissance, et puis c'est petit, hein, là où on est à Trois-Rivières, c'est 140 000 habitants, tout le monde connaît tout le monde, et si vous faites un faux pas, c'est bon, c'est fini pour vous. Donc de ce côté-là, je pense on commence à avoir une belle assise là-bas. Et quand je dis Trois-Rivières, c'est carrément la Mauricie, voire plus. Côté Guadeloupe, aucun soutien. Et j'en ai parlé à un de mes contacts, m'a dit, tu sais, nul n'est prophète en son pays. Donc j'en resterai là pour l'instant. Nul n'est prophète en son pays. C'est dommage. Et ce qui me peine quand même, j'allais dire un petit peu, non mais ça me peine, c'est que ce serait dommage que ce soit dommageable à ces jeunes-là qui veulent vraiment évoluer, qui veulent saisir les opportunités. Donc je fais un appel pour que ces jeunes-là soient entendus et qu'ils, lorsqu'ils s'adressent aux institutions, qu'ils puissent être reçus. Je pense que c'est peut-être là où il y a... Bon, moi, c'est bon, comme je dis, je pars bientôt à la retraite, donc ça va. Je suis en fin de carrière. Mais pour ces jeunes-là, les dispositifs existent. Ce serait bien de pouvoir les écouter un petit peu plus. En tout cas, ils ont pris leurs responsabilités. Et je vous dis, j'en ai une dizaine qui sont arrivés. Et parmi les 10, il faut savoir qu'il y en a 2 qui viennent de la région parisienne. C'est assez intéressant parce qu'ils sont du 9-3. Alors, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vos téléspectateurs, le 9-3. Mais en gros, le 9-3, c'est la zone, c'est le ghetto, c'est voilà. Et quand ils sont arrivés, ils me disent « Madame Lafage, on est du 9-3 ». Je dis « Oui, je sais ». « Oui, mais on est du 9-3 ». Je dis « Oui, je sais. Mais on est des jeunes du quartier ». J'ai dit « J'ai compris ». Je dis « Là, tu es au Québec. Tu as une page blanche, tu vas écrire ta page ». Ils m'ont regardé et je leur ai dit « Bienvenue dans mon monde ». Et je leur ai fait découvrir Montréal et je les ai emmenés en forêt. Et puis, il y a quelques jours, on était dans une ferme, pas très loin de chez nous. C'est un Congolais qui fait des légumes exotiques en pleine campagne du Québec.
Ils m'ont dit, mais madame, c'est pas possible que ça existe. Et donc là, on leur donne des modèles auxquels ils ne sont pas habitués. Et puis, devenez vous aussi des modèles pour ceux qui arrivent derrière. Et alors, il y en a un d'entre eux, quand je l'ai eu en entretien individuel, en visio, je dis, mais tu veux faire quoi dans la vie? Il me dit, je veux devenir acteur. Ok. Je dis, tu sais, acteur, c'est aussi un coup de poker. J'ai rien contre. Parce que quand ça marche, ça marche. Alors, je lui dis, écoute, on va trouver quelque chose qui est proche et qui va te rapprocher de ton domaine. Alors, j'ai regardé les notes. Allez, photographie. C'est pas loin. On peut se rapprocher davantage, hein, puisqu'on a un cégep qui fait art, lettres, communication, option cinéma. D'accord? Et alors, ce jeune-là, il arrive un vendredi par avion à 11 h. Et je dois saluer une grande femme guadeloupéenne qui s'appelle Raymonde Taurin. Pater. Je l'ai rencontrée, j'avais 13 ans et je l'ai retrouvée 50 ans après. C'est l'histoire, bon, on ne va pas raconter nos vies, mais... Et donc, je recroise Raymonde, je dis, Raymonde, voilà ce que je suis en train de faire au Canada, mais il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas. Elle me dit, viens, je vais venir voir. Elle est venue au Canada nous voir, sauf que le jour où elle prend l'avion, c'était le 13 septembre, elle rencontre un de ses amis sur l'avion. Elle dit, mais qu'est-ce que tu vas faire au Québec? Elle lui dit, ben, moi, je vais rencontrer une personne qui fait ci pour les étudiants. Et lui, je vais dire son nom aussi, il s'appelle Gilbert Lomore. Gilbert Lomore, donc, qui est acteur guadeloupéen et qui est acteur principal d'un film qui s'appelle Le Dernier Repas. Et lui, il allait parce que c'était la première au Festival international de Québec. Il se retrouve dans l'avion. Et le dimanche, on va voir la première à Québec. Et ce jeune du 9-3, je le présente à Gilbert Lomore. Je dis, voilà, l'univers a fait que en 48 heures, tu es déjà en contact avec le monde du cinéma. Par contre, là, maintenant, il va falloir te former. D'accord? Mais je dis, voilà. Et puis, on lui présente la réalisatrice. Enfin, une histoire inimaginable. Je suis curieuse de savoir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ce film viendra en Guadeloupe. Vous voyez, je fais des digressions. Mais c'est pour vous dire que le cheminement ne tient qu'à des petites choses comme ça. Donc, voilà un gars du 9-3. En plus de ça, il a une histoire difficile. Il arrive au Québec. 48 heures après, il est avec un acteur et une réalisatrice. Et son rêve, c'est de faire du cinéma. C'est voilà, c'est hollywoodien ce truc-là, quoi. C'est incroyable. Et on a plusieurs exemples comme ça. J'ai des jeunes aujourd'hui qui, je leur ai dit, tiens, va faire telle formation, ça correspond à ton... Et puis maintenant, ils s'éclatent, quoi. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Donc, vraiment, notre programme PASS 21, la petite phrase qu'on a mis en dessous, c'est la réussite partagée. C'est-à-dire qu'on a tendance à partager les mauvaises choses. Chez nous, on est sport national Malpalan. Là, on dit, voilà ce qui a réussi dans ma vie, voilà ce qui a réussi dans la vie de mes enfants, voilà ce qui a réussi. Et puis, pourquoi ne pas apporter tout ça à d'autres qui ignorent? Alors, comme je disais il y a quelques mois lors d'une présentation à la mairie de Trois-Rivières-Guadeloupe, je disais, c'est un parcours du combattant qui ne s'adresse pas aux faibles. Et si vous êtes faible, devenez fort. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des métiers que vous proposez en fait aux étudiants? Alors, l'éventail est très large puisqu'il couvre tant les métiers du bâtiment que du numérique, que des métiers de la santé, etc. Ça va du carreleur au pilote d'avion. Tout ça sur Trois-Rivières et ses environnements. On a une centaine de métiers, donc soins infirmiers, soins dentaires, construction du bâtiment, ambulancier, enfin... Vraiment, l'éventail est tellement large que c'est vraiment au cas par cas qu'on va déterminer avec la personne qui veut venir dans le programme vraiment la profession la plus adaptée à son profil. S'il y a des personnes qui souhaitent rentrer en contact avec l'association, comment faire? Alors pour nous contacter, vous pouvez nous adresser un courriel à l'adresse suivante, passe21.contact@gmail.com. Passe21, c'est PA2S.21.contact@gmail.com. Mais je pense que ça va s'afficher sur votre... Eh bien, merci Marie-Luce Lafarge. Merci. Franchement, j'ai beaucoup appris de vous. Merci. Beaucoup appris de cette association. Oui.
Et j'espère que cette petite vidéo fera un petit peu boule de J'ai un neige. petit truc à rajouter. Allez-y. Nous avons décidé de créer un gros événement pour le mois de l'histoire des Noirs, qui fait partie de la Constitution du Canada, du Québec, et qui est un événement mondial. Donc, la dernière semaine du mois de février, avec des associations culturelles de Guadeloupe, notamment Patoré, qui est dirigée par Raymond Torin-Pater, on va mettre à l'honneur la Guadeloupe en Mauricie, donc en région. Et donc, on va créer avec de l'animation, des masterclass de danse, du tambour, de la nourriture, etc. Et on espère que peut-être certains d'entre vous viendront un peu dans le froid nous soutenir pour cet événement parce que c'est la première fois que ça aura lieu à cet endroit-là. D'habitude, c'est Montréal-Québec, mais on organise cette belle action sur le mois de l'histoire des Noirs et je remercie l'association Patoré qui nous accompagne sur ce projet-là. Merci à vous. Merci.